Bonjour à tous, je suis le docteur Rondeau et je suis infectiologue. Je travaille dans le service du docteur Thomas en médecine interne. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est pas forcément très sexy de premier abord, mais qui est quand même fréquent et important. Et je pense que vous en voyez probablement même plus que nous. Alors, en première question, je vous avais demandé un peu, de manière un peu provocatrice, quelle était la bonne attitude face à une lésion suspecte d'onychomycose. Et donc, c'était évidemment aucune des trois réponses précédentes. Donc, je vois que vous avez bien répondu. Donc, c'est une pathologie qui est très fréquente, hein, puisqu'il y a une revue récente qui a trouvé une prévalence mondiale de 5,5%. C'est une pathologie qui augmente avec l'âge, il y a des séries qui montrent que chez les adultes de plus de 60 ans, on peut avoir jusqu'à plus de 20% de patients avec des lésions d'onychomycose. Et c'est une pathologie qui peut être embêtante puisqu'elle va donner des complications locales qui vont être soit mécaniques et traumatiques avec des gènes à la marche. Et puis ça va aussi impacter le contexte psychosocial du patient, puisqu'il va être gêné, il ne pourra plus se déchausser, il ne pourra plus aller à la piscine et autres. Et donc il faut aller rechercher ces lésions, puisqu'encore une fois, les patients ne s'en plaignent pas forcément. Alors les facteurs de risque qui sont communément admis, c'est l'âge, on l'a dit, le diabète, l'immunodépression. Et puis après, s'il y a déjà eu des antécédents personnels ou familiaux d'onychomycose, il y a certaines pathologies comme le psoriasis qui favorisent ces lésions. Alors, la deuxième question, c'était quelle est la proportion d'onychomycose dans les lésions dystrophiques des ongles? Donc en fait, dans les lésions qui ressemblent à de l'onychomycose, il n'y a que 50% d'onychomycose. Et donc c'est pour ça on verra que c'est quand même très important de faire des prélèvements. Alors dans les 50 autres pourcents, qu'est-ce qu'il y a? Les causes les plus fréquentes autres, c'est les microtraumatismes répétés. Donc les patients qui sont sportifs, qui ont un chaussage inadapté, qui ont par exemple les chaussures de sécurité, ce genre de choses. Et puis après, il y a certaines maladies systémiques, notamment le psoriasis, qui peuvent donner des lésions qui ressemblent beaucoup à de l'onychomycose. Donc la troisième question, c'était quels sont les pathogènes les plus fréquents, et ça, manifestement, vous connaissiez bien, donc c'est effectivement les dermatophytes. Le dermatophyte le plus fréquent, c'est le Trichophyton rubrum. Et après, le candida, on le retrouve plutôt sur les lésions des ongles de la main. Et les moisissures, c'est plus débattu, il faut vraiment avoir plusieurs prélèvements concordants pour les incriminer. Donc les lésions cliniques, on va avoir des photos après. On retrouve un jaunissement de l'ongle, une lisse du bord et une hyperkératose sous-inguinale. Selon les pathogènes, on va avoir des présentations un peu différentes. Les dermatophytes, typiquement, ça va donner des lésions des orteils, beaucoup, et puis on aura souvent un intertrigo associé et l'hyperkératose plantaire, alors que le candida va plus facilement donner des lésions au niveau des ongles de la main avec un périonyxis. Donc là, on voit qu'il y a des lésions sur la première image. Là. Ça, c'est la lésion vraiment la plus fréquente, donc c'est sur la luxe et au niveau du bord latéral et distal de l'ongle. On voit une lésion bilatérale à côté, et puis après ça peut envahir tout l'ongle, voire même le détruire complètement. Donc là, on voit des lésions d'intertrigo, et puis les lésions plantaires qui peuvent être associées, et qui sont là assez caractéristiques de dermatophyte. Donc le diagnostic, ce qui est vraiment recommandé, c'est de faire un prélèvement systématique. Ça va permettre de faire le diagnostic positif, ça va permettre d'éliminer un diagnostic différentiel. Ça arrive quand même parfois qu'on ait des lésions qui ressemblent vraiment à de l'onychomycose, on prélève une fois, deux fois, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas eu de traitement avant, et finalement, quand on en discute avec les dermatos, ils évoquent d'autres diagnostics. Et quand on retrouve un champignon, ça va permettre aussi un diagnostic d'espèce, et éventuellement d'orienter ou d'adapter le traitement. Ensuite, on va faire donc un examen direct avec différentes techniques qu'on va voir, la culture, et dans certains cas, on peut être amené à faire des PCR.
Donc ça, c'est les conseils que vous pouvez donner à vos patients avant de leur faire un prélèvement. Donc déjà, il faut faire le prélèvement avant tout traitement si possible. S'il y a un traitement qui a déjà été instauré, il faut l'arrêter. Donc pour les traitements topiques, 15 jours avant. Pour les traitements systémiques, il faut l'arrêter 2 mois avant. Et puis le jour du prélèvement, il faut juste laver à l'eau et au savon, bien sécher, et pas réappliquer de produits ou de topiques sur les lésions. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu le matériel qui est utilisé pour les prélèvements. Donc voilà, ce que je disais, il y a les bons prélèvements et les mauvais prélèvements. Et donc les bons prélèvements, c'est vraiment d'aller au niveau de la jonction entre l'ongle atteint et l'ongle sain. Et donc si on prélève finalement juste le bord de l'ongle, si vous voyez vos patients revenir avec, sans que l'ongle ait été bien greffé, vous pouvez savoir d'avance que ça ne sera pas un bon prélèvement et vous risquez d'avoir des mauvais résultats ou des résultats ininterprétables. Et donc il faut vraiment aller gratter. Il faut vraiment qu'au moment du prélèvement, on gratte l'ongle et qu'on aille à la jonction gratter à la cuvette sous l'ongle. Donc après, selon les lésions, on peut prélever un peu différemment. Pour les lésions vraiment superficielles, on gratte juste le dessus de l'ongle. Et puis pour les lésions, celles-là on a vu avant, et les lésions de Paronishi, on va aller gratter vraiment sous le repli. Et éventuellement on peut écouvillonner s'il y a un écoulement associé. À l'examen direct, maintenant l'examen qui est le plus en vogue, le plus recommandé, c'est la microscopie à fluorescence, et sinon il y a encore beaucoup de praticiens qui font des examens avec l'hydroxyde de potassium. Et ensuite, l'examen qui va être l'examen de référence pour identifier le champignon, ça va être la culture sur le milieu de Saguro. Il faut prévenir quand même les patients que c'est long, ça prend au moins 2 semaines. L'avantage de l'examen direct, justement, c'est que là, on a une réponse déjà directe dans 50% des cas, qui va permettre un diagnostic, alors pas un diagnostic d'espèce, mais ça va déjà pouvoir dire si c'est des levures ou si c'est plutôt dermatophyte ou filamenteux. Donc ça, je vous ai mis des images d'examen direct, justement, avec à gauche un dermatophyte, à droite des dermatophytes aussi, avec des spores. Donc pour les traitements, il y a différents traitements. Il y a les traitements locaux et les traitements systémiques. Dans les traitements locaux, le plus utilisé, c'est l'amorolfine ou le Leucéryl, qui a une activité sur les dermatophytes et aussi sur les candidats et certains filamenteux. Donc l'avantage, c'est qu'il est simple d'utilisation, puisque c'est une application par semaine. Et conjointement à cette application, il faut aussi bien limiter les zones infectées. L'autre topique qu'on peut utiliser, c'est le cyclopyrox, qui a une activité un peu plus large, une efficacité plus comparable. Et pour l'utilisation, c'est quand même un peu plus contraignant, parce que c'est une application par jour, et il faut remettre du solvant 1 fois par semaine. On propose des durées généralement jusqu'à la guérison, mais classiquement on dit 24 semaines pour les ongles des mains et 46 semaines pour les ongles des pieds. Et ensuite, il y a d'autres molécules qui sont moins utilisées, mais que je vous mentionne quand même. J'ai une diapo qui a sauté là. Il y avait des traitements avec il y a des traitements à base durée pour ramollir l'ongle. Je ne sais pas si vous en avez l'expérience. Notamment, il y en a un qui s'appelle un écomycosette. Après, ça dépend des pratiques. Moi, je ne l'utilise pas trop. C'est un peu les patients ne sont pas toujours satisfaits de voir l'ongle devenir tout ramolli et qui tombe. C'est pas toujours simple d'utilisation, donc moi je l'utilise pas. Et ensuite, donc, il y a les traitements systémiques. Et donc le traitement le plus utilisé, c'est la carbinafine, qui est donc très actif sur les dermatophytes, qui est très efficace. Alors il a une mauvaise réputation à cause des perturbations de la toxicité hépatique qu'il peut avoir. Ça reste quand même quelque chose d'assez rare. Il faut donc bien sûr l'utiliser, il faut prendre quelques précautions, il faut faire un bilan hépatique avant et en faire ensuite sous traitement au moins 1 fois par mois. Il est bien entendu contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement. Il a certaines interactions médicamenteuses,
mais qui sont quand même finalement assez limitées. Et il n'y a pas notamment d'interaction avec les antidiabétiques oraux. Dans les autres traitements systémiques qu'on peut utiliser, en alternative, il y a donc l'itraconazole, qui a un spectre un peu plus large, mais qui semblerait-il soit un peu moins efficace. Et donc, comme tous les azolés, il a beaucoup d'interactions médicamenteuses, donc il n'est pas toujours simple d'usage, et il est contre-indiqué aussi pendant la grossesse et l'allaitement. On le prescrit à la dose de 200 mg par jour pendant 12 semaines. Et enfin, il y a le fluconazole qu'on va utiliser plutôt dans les onychomycoses à candida, à la dose de 150 mg par jour pendant 12 semaines, avec les mêmes effets secondaires à peu près que l'itraconazole. Donc ensuite, comment on choisit quel traitement on fait? Alors ça, il y a des pratiques un peu différentes. Globalement, le traitement local seul, c'est quand même moins efficace, et donc on le réserve vraiment à quand il y a une atteinte d'un seul ongle avec vraiment une surface impactée qui est faible et qu'il n'y a pas d'atteinte de la matrice. Et puis dans les autres cas, on va assez facilement aller à la terbinafine, et il y a certaines études maintenant qui montrent que le traitement combiné de terbinafine et d'amorolfine serait même plus efficace. Et donc, ce qui est très important aussi, c'est derrière de prévenir les récurrences. Donc, associé au traitement médicamenteux, il faut qu'il y ait des soins podologiques. Il faut bien limer l'ongle infecté au fur et à mesure de la repousse. Et il faut adapter le chaussage, et il faut absolument traiter toutes les chaussures et les chaussettes, alors une fois par semaine. Moi, je leur dis de le faire le dimanche soir, ils n'oublient pas. Il faut traiter l'entourage, et ça on le voit, hein, il y a parfois des patients qui se recontaminent parce qu'en fait le conjoint a lui-même des onychomycoses. Et on peut leur conseiller aussi de faire, pour qu'ils voient bien l'évolution et qu'ils adhèrent bien au traitement et qu'ils restent observants, de faire des photos une fois par mois, parce que ça va être un processus quand même assez long. Ça peut prendre en moyenne 1 an, et donc s'ils ont des photos où ils voient l'évolution, ça va favoriser l'adhérence au traitement, qui est un des problèmes majeurs dans ces pathologies. Quelle est finalement la bonne attitude devant une lésion suspecte d'onychomycose? Il faut réaliser un prélèvement systématique, c'est ce qui est recommandé. Je ne suis pas sûr qu'en ville, vous puissiez le faire pour tout le monde, mais il faut essayer, notamment pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer de chez eux. J'entends cette problématique. Le traitement par vernis suffit dans la plupart des cas. C'est faux. On a quand même souvent besoin d'avoir recours à la terbinafine. Et enfin, la terbinafine est contre-indiquée en cas de traitement par antidiabétiques oraux, donc ça c'est faux. Les patients diabétiques sont souvent ils sont à risque d'onychomycose, et on peut tout à fait les traiter par terbinafine. Et la durée de traitement par terbinafine est de 3 mois, c'est vrai. Mais il faut bien prévenir les patients à l'avance qu'ils ne seront pas guéris au terme des 3 mois, et que ça va mettre facilement 1 an. Et moi, je leur prescris aussi le série, l'amorolfine, qui continue pour le coup jusqu'à la guérison complète. Je vous remercie.